Bonjour, dans cette vidéo on va commencer le cours d'économie des transports. Ce cours est constitué de 4 chapitres. Donc d'abord l'introduction avec quelques définitions et la terminologie utilisée. Le deuxième chapitre sera consacré à la demande de transport. Le troisième chapitre au coût de transport. Et on va conclure avec l'évaluation des projets d'infrastructure. Donc, on va commencer avec le premier chapitre. Donc, introduction. C'est un chapitre où on va introduire quelques concepts. Donc, il n'y a pas d'éléments très importants, mais c'est surtout la terminologie, les questions qu'on étudie en économie des transports et ainsi de suite. Donc, pour cette raison, je vais peut-être passer un peu rapidement sur certaines diapos. Quand vous pensez que c'est utile, vous pouvez arrêter la vidéo et pour examiner un petit peu plus en détail ces concepts-là. Voilà, donc ce chapitre est constitué d'abord d'une introduction générale, mais on va parler ensuite du transport dans l'économie et les comptes de transport. La première question qu'on peut se poser, c'est quoi l'économie des transports? Donc d'abord, on a l'économie, c'est la science qui étudie l'allocation optimale des ressources rares entre des usages alternatifs. Et le transport consiste tout simplement, c'est une action qui consiste à déplacer des individus ou des marchandises. Et c'est pour cette raison-là qu'on parle de transport de voyageurs et de transport de marchandises. Ces deux activités sont relativement similaires, mais sont aussi d'un point de vue économique un peu différentes. Le transport de marchandises est davantage lié aux activités logistiques, alors que le transport de voyageurs est un domaine dans lequel on s'intéresse davantage à des aspects comme la congestion, l'encombrement des routes et ainsi de suite. Bon, quand on étudie de l'économie des transports, il y a deux questions qui sont souvent examinées. Soit des questions qui sont relatives à la compréhension du comportement des agents économiques. Pourquoi est-ce que je choisis de me déplacer en voiture ou en train? Pourquoi est-ce que je choisis cet itinéraire et pas un autre itinéraire? Pourquoi est-ce que je pars le matin à 7 heures du matin pour éviter l'heure de pointe? Et ainsi de suite. Donc toutes ces questions-là rentrent dans la compréhension du comportement des usagers des transports. Un deuxième type de problème qu'on étudie quand on fait de l'économie des transports, c'est les questions d'ordre décision publique. Par exemple, quel est le mode de transport qu'on doit favoriser dans un pays donné? Est-ce qu'il faut construire des aéroports ou encore plutôt des TGV et ainsi de suite? Est-ce qu'il faut favoriser les modes de transport électriques ou à hydrogène et ainsi de suite? Alors, ce sont les deux, généralement quand on étudie une question de transport, on se trouve dans l'un ou dans l'un ou l'autre de ces deux aspects-là. Donc d'un côté, on a des questions plutôt de microéconomie ou de microéconométrie quand il s'agit d'applications empiriques. Et d'un autre côté, on a des questions d'économie publique. Donc finalement, l'économie des transports n'apporte pas quelque chose de très très différent à l'économie, mais elle se distingue principalement par ses spécificités. Donc en économie des transports, les problèmes sont un peu particuliers et sont différents des problèmes qu'on étudie ailleurs. Et principalement, il y a certains éléments qui deviennent très importants quand on fait de l'économie des transports, comme par exemple la valeur du temps. Donc le temps est présent dans pas mal de problèmes économiques, mais il est omniprésent, il est très très présent quand il s'agit d'économie des transports. Donc déjà on parle de valeur du temps, du coût du temps, le temps c'est l'argent, etc. Donc voilà, ça fait une des particularités de l'économie des transports. Souvent quand on a des problèmes d'économie des transports, le temps est bien présent. Il y a d'autres spécificités des questions de l'économie des transports, c'est des phénomènes ou des effets réseau. Par exemple, quand il y a plus de monde qui utilise la route,
les temps de trajet sont rallongés et on parle de congestion routière par exemple. Même chose quand il y a beaucoup de monde qui utilise les transports publics, il y a de l'encombrement dans les métros, dans les bus. Ensuite, je vais continuer avec la liste des spécificités qu'on peut rallonger ensuite, mais c'est des spécificités qui deviennent un petit peu moins apparentes, présentes notamment dans d'autres disciplines, comme par exemple l'économie de la santé, etc. Mais aussi, on a la construction et la maintenance des infrastructures de transport est très coûteuse. Et souvent, on n'a pas une rentabilité financière de ces infrastructures. Donc l'État doit assurer le financement de ces activités. Ensuite, les activités de transport occupent trop d'espace en ville notamment et génèrent de la pollution et consomment trop d'énergie. Donc d'où les débats qu'on a en continu sur la transition énergétique, la diminution comment faire baisser les niveaux de la pollution, on atteint souvent des pics, et aussi comment allouer l'espace dans la ville d'une autre manière. Alors, vous trouvez pas mal d'images d'illustrations de cette question sur le web, et là j'ai choisi une photo, une illustration, donc que je trouve assez intéressante, qui explique un petit peu ce problème d'allocation d'espace. Donc vous avez déjà une situation de départ avec des embouteillages, et ça vous pouvez le faire vous-même. Remarquez que le matin, quand vous voyez une file de voitures comme ça, essayez de vous-même de regarder combien il y a de personnes. Souvent vous allez avoir une personne, parfois 2 ou 3 personnes, mais rarement plus. Et donc vous avez des taux d'occupation qui sont très faibles, et toutes ces personnes qui occupent ces voitures, on peut les imaginer à vélo. Donc, essayez de remarquer l'espace. Donc, sur les 5 voies, on a une seule qui est occupée. Et ensuite, on peut les mettre dans des bus ou encore, ça peut être aussi une rame de métro. Donc, pour dire à quel point, en ville, on est en train de donner beaucoup d'espace aux voitures, et actuellement la majorité des débats sont orientés vers des politiques. Comment doit-on réduire cet espace et l'allouer à d'autres activités, d'où favoriser par exemple les modes de transport doux comme le vélo, la marche ou encore les transports publics. Voilà. Ensuite, quelques autres aspects spécifiques du transport, c'est que les passagers ne tirent pas un bénéfice direct du transport. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'achète de la nourriture, la finalité de cet acte d'achat, c'est de manger quelque part. Ou encore, j'achète des vêtements, la finalité de cet achat, c'est de consommer, c'est de m'habiller avec ces vêtements. Par contre, quand j'achète un ticket de métro, un ticket de bus, la finalité, c'est pas parce que j'ai plaisir à être dans le bus, c'est parce que j'ai besoin d'accéder à une activité ou un service après. Donc je veux me rendre à un endroit donné. Et donc la finalité n'est pas le transport en soi. Donc on dit, comme on va le voir par la suite, que la demande de transport est une demande dérivée. Parce que le transport n'est pas une finalité en soi. Le transport, c'est quelque chose, un moyen qui me permet d'accéder à d'autres activités, à d'autres services. Alors il y a d'autres spécificités ou difficultés aussi dans la gestion des activités de transport, notamment vis-à-vis de la variabilité de la demande. Donc c'est l'une des activités où vous avez beaucoup de variabilité de la demande. Donc la mobilité n'est pas la même pendant la journée. Donc il y a des heures de pointe, il y a des heures creuses, mais ensuite pendant les jours de la semaine aussi, on a une variabilité. Pendant les mois, on a une variabilité, les saisons, les fêtes et ainsi de suite. Donc l'une des plus grandes préoccupations des opérateurs de transport de personnes, par exemple, c'est comment gérer cette variabilité-là, comment adapter
leur flotte de véhicules pour répondre aux besoins qui peuvent largement varier d'une période à une autre. Donc voilà. Ensuite, il y a le terme choix modal qui est très utilisé en transport. Donc quand je dis choix modal, c'est le choix de mode de transport. Je me rends à un endroit donné, je choisis le mode de transport, donc est-ce que je vais en voiture, est-ce que je vais en bus, etc. Donc cet acte-là, cette décision, ça s'appelle le choix modal. Mais par extension, c'est aussi le choix de l'itinéraire, on met dans le choix modal le choix de l'itinéraire ou encore le choix du temps de départ, à quel moment je pars. Donc tout ceci, c'est la question du choix modal. Alors, un terme qu'on entend de plus en plus, c'est l'intermodalité. Donc, l'intermodalité, c'est le fait de combiner plusieurs modes de transport sur le même trajet. Par exemple, je marche jusqu'à la station de bus, puis je prends le bus. Ou encore, je prends le bus et ensuite un métro. Donc, sur le même trajet, j'ai utilisé plusieurs modes de transport, c'est l'intermodalité. Alors, un terme qui lui ressemble un petit peu, et parfois il y a même une petite confusion entre les deux, c'est la multimodalité. La multimodalité, c'est l'existence de plusieurs modes de transport pour effectuer le même trajet. Par exemple, pour aller de Rabat à Casa, je peux utiliser ma voiture ou le train, par exemple. Donc là, il y a une présence il y a une multimodalité pour ce trajet-là. Alors, j'ai dit qu'il y a confusion, c'est parce que, au final, pour développer l'intermodalité, on doit utiliser des stations où il y a plusieurs modes de transport, donc on parle de plateforme multimodale. Donc le développement de l'intermodalité passe ou repose sur le développement de plateformes multimodales. Donc on voit que, je ne pense pas que c'est grave de confondre les deux termes, mais voilà, donc il y a souvent, est-ce que c'est de l'intermodalité, la multimodalité? Bon, j'espère que ça soit clair comme ça. Alors, ensuite, on avance dans cette terminologie. Donc, on parle pour mesurer la production en transport ou pour mesurer l'ampleur des activités de transport, on utilise les unités de type passager-kilomètre ou voyageur-kilomètre en transport de voyageurs et on parle de tonnes-kilomètres quand il s'agit de transport de marchandises. Bon, le calcul, il est très facile à faire. Il suffit juste de multiplier la distance parcourue par le nombre de personnes transportées ou encore par le nombre de tonnes qui a été transporté. Donc vous avez une petite illustration numérique. Donc à chaque fois, il suffit juste de multiplier. Donc ici, par exemple, 20 passagers sur 6 km, ça nous fait 20 passagers kilomètres. Alors maintenant, les questions de capacité. Donc, quand on parle de transport routier ou ferroviaire, et quand il y a des soucis de capacité, quand on veut augmenter la capacité, on fait référence à la capacité des véhicules et des voies empruntées. Par contre, en transport aérien et maritime, les problèmes de capacité sont principalement apparents au niveau des terminaux. Donc, quand on désire augmenter la capacité du transport aérien dans une région donnée, ce qu'on va essayer de développer, c'est principalement le nombre de terminaux, leur capacité, etc. Même chose en transport maritime. Donc, voilà. Alors, maintenant, la question de la capacité est assez stratégique. Donc, quand on essaie de développer un projet d'infrastructure, l'un des éléments auxquels on accorde une grande importance, c'est le choix de la capacité. Choisir une capacité trop grande, ça revient à des coûts d'investissement très élevés, mais aussi à des coûts d'entretien par la suite qui sont très élevés. Et choisir une capacité qui est faible nous oblige par la suite à faire une sorte de mise à jour, à ajuster la capacité, et ça, c'est souvent aussi très coûteux. Je fais une petite illustration graphique. Ici, donc, sur l'axe des abscisses, on a la capacité. Donc, supposons qu'on a un aéroport, on veut que le nombre de voyageurs par année qu'on peut
ramené à travers cet aéroport soit égal à C1 ou C2, etc. Et pour chaque valeur ici, on doit investir le montant correspondant. Donc si par exemple on souhaite avoir la capacité C1, on doit investir I1. Et si on veut une capacité plus grande, plus élevée, de type C2, on doit investir un montant encore plus élevé de type I2. Alors maintenant, juste une petite question. Supposons qu'initialement, on s'était dit que la capacité C1 était une capacité convenable. Et donc on a investi I1, mais rapidement après la mise en place de cette infrastructure et son exploitation, on s'est rendu compte que cette exploitation est trop faible et qu'il faut ajuster cette capacité à C2. Donc on doit réinvestir pour passer de C1 à C2. Selon vous, c'est quoi le montant de cet investissement supplémentaire? Donc la première réponse qu'on peut donner, c'est I2 moins I1. Voilà, c'est pour passer de C1 à C2, il faut juste investir là, le supplément de I2 par rapport à I1. Ceci est un peu trop théorique et se réalise dans un monde parfait. Dans la pratique, le montant de ce deuxième investissement est beaucoup plus élevé parce qu'on va avoir beaucoup de formalités administratives déjà pour faire des appels d'offres de nouveau et ainsi de suite, pour faire des études techniques et pour aussi traiter, puisque avec le premier investissement on a construit une infrastructure, il faut prendre en compte maintenant les contraintes imposées par cette infrastructure pour accueillir des extensions. Mais ensuite, il faut ramener de nouveau des engins industriels pour la construction et donc tout ça, ça coûte très cher et ce sont des suppléments de coûts qu'on aurait pu éviter si l'investissement aurait été effectué initialement à C2. Donc, pour résumer, lorsqu'on fait l'expansion de C1 à C2, l'investissement est beaucoup plus élevé que I2 moins I1 et c'est pour cette raison que lors de l'étude d'un projet, on doit faire attention à évaluer correctement le niveau de la capacité qu'on souhaite avoir. Alors, on avance un petit peu dans tout ce qui est terminologie. Donc, il y a des modes de transport différents qui sont en concurrence sur la même infrastructure. Par exemple, les voitures et les bus partagent les routes. Souvent, quand vous avez des modes de transport différents, ces modes ne s'apprécient pas. Par exemple, les camions ne souhaitent pas trop voir des voitures parce que ces voitures accélèrent trop, ne sont pas très visibles. Et aussi, les voitures aiment plus avoir d'autres voitures que des camions, puisqu'ils limitent leur visibilité et ainsi de suite. Mais voilà, souvent vous avez sur une route donnée, il y a plusieurs modes de transport qui partagent cette infrastructure afin finalement d'avoir une sorte d'économie d'échelle. Alors, certains modes de transport sont substituables. C'est-à-dire que l'usager, dans ce cas-là, peut choisir entre, par exemple, je fais un trajet Paris-Marseille, je peux soit aller en voiture, soit aller en avion. Donc, il y a une sorte de substituabilité entre ces deux modes de transport. Et là, vous vous rappelez qu'on a tout à l'heure parlé de multimodalité. Donc, substituabilité, c'est un mot qu'on peut aussi ramener à une sorte de multimodalité. Et substituabilité, c'est quelque chose qui ramène à un autre concept qui est la complémentarité. Donc les modes de transport sont complémentaires lorsque je peux les utiliser sur le même trajet. Par exemple, j'utilise le bus pour aller à la gare pour prendre le train. Donc il y a une sorte de complémentarité entre ces deux modes. Et là, aussi, on peut se rappeler de l'intermodalité qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, substituabilité, complémentarité, c'est un petit peu comme pour tous les biens économiques, donc ça existe aussi en transport. Il y a des modes de transport substituables, il y a des modes qui sont complémentaires, ça dépend des trajets et tout.
Mais ces deux concepts de substituabilité et de complémentarité entre les modes, on peut les ramener aussi à l'existence de la multimodalité ou de l'intermodalité. Bon, trouver un équilibre sur un réseau de transport est souvent quelque chose qui n'est pas très facile. Donc, souvent on fait des modèles mathématiques pour calculer des équilibres et ces calculs sont relativement complexes. À titre d'exemple, imaginons que bon, ici vous avez un petit exemple, imaginons que le prix du litre de carburant augmente sensiblement. Donc vous allez avoir donc vous allez avoir une baisse de l'utilisation de la voiture, donc il y a moins de voitures sur les routes, mais vous allez avoir en même temps plus de personnes qui vont utiliser les transports publics. Donc cette augmentation va éventuellement causer une augmentation de l'encombrement dans les transports publics. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que pour les usagers de la voiture, il y a certains qui continuent à les utiliser, mais il y a certains, au lieu finalement de passer au transport public, ils vont plutôt éviter les heures de pointe, puisqu'ils considèrent que en partant un peu plus tôt ou un peu plus tard, en évitant la congestion, on peut économiser du carburant. Ou encore, vous allez avoir des conducteurs qui vont adopter des attitudes de conduite plutôt économique, c'est-à-dire qu'on va accélérer moins, on va essayer de réduire notre consommation de carburant. Il y a aussi ce qu'on appelle les effets de rebond. Par exemple, comme on a dit, suite à une augmentation du prix du carburant, il y a certaines personnes qui vont laisser la voiture et plutôt qui vont délaisser la voiture et utiliser les transports publics. Mais il y a certaines personnes à ce moment-là qui étaient dans les transports publics et qui appréciaient les transports publics puisqu'ils pouvaient éventuellement lire le journal ou consulter leur mail pendant le trajet, mais qui vont voir un petit peu un encombrement plus élevé dans ce mode-là, et que finalement ils n'arrivent plus à avoir un siège, une place assise durant leur trajet, et qui vont finalement dire voilà, maintenant étant donné qu'il y a déjà moins de congestion sur les routes, finalement voilà, je vais utiliser la voiture. Donc là on est passé, donc je résume un petit peu, on a des gens, suite à une augmentation du prix du carburant, certains usagers de la voiture sont passés au transport public. Donc ça, c'est un effet direct, mais un effet secondaire, c'est que certains usagers du transport public, et suite à l'augmentation de l'encombrement dans ce mode-là, vont éventuellement revenir à la voiture. Ça s'appelle un effet de rebond. Bon, cet effet devrait avoir une ampleur plus faible que l'effet initial, bien sûr. Si par exemple j'ai 1000 personnes qui partent de la voiture vers les transports publics, on peut avoir quelque chose comme 200 ou 50 personnes qui reviennent, qui vont dans l'autre sens. Voilà. Mais déterminer ces effets-là, ce n'est pas une tâche très facile. Alors, quand on analyse des problèmes de mobilité ou de transport, il y a quelques éléments qui rendent les choses un peu plus complexes que dans des problèmes classiques de l'économie. C'est d'abord que sur ces marchés, souvent vous avez des coûts à l'entrée qui sont très élevés. Alors, on ne peut pas facilement devenir un opérateur de transport aérien, par exemple, ou un opérateur de transport urbain, parce qu'il y a des coûts fixes qui sont très élevés. Ce qui fait qu'on a des marchés qui ne sont pas concurrentiels, avec quelques opérateurs seulement, et on sait que sur ces marchés, l'analyse économique est relativement complexe. Alors, une chose à savoir, c'est qu'en économie, il y a deux marchés qui sont relativement faciles à analyser. C'est la concurrence, quand il y a beaucoup d'opérateurs, donc chacun d'eux a une taille plus ou moins négligeable par rapport à la taille du marché.
et de l'autre côté, lorsqu'il y a un monopole. Dans ces deux situations-là, finalement, la théorie économique nous donne des résultats qui sont très forts, qui nous indiquent qu'est-ce qui se passe exactement, si par exemple il y a une taxe qui est mise en place, et ainsi de suite. Par contre, sur des marchés qui sont à concurrence imparfaite, de type oligopole, avec 4 ou 5 opérateurs, comme la téléphonie par exemple, alors étudier ce qui se passe sur ces marchés n'est pas quelque chose de facile. Alors souvent, les activités de transport ont cette structure-là, elles ont des structures oligopolistiques. Deuxième élément qui rend un petit peu les activités de transport relativement complexe, c'est l'aspect service public. C'est que, au final, dans pas mal de situations, l'opérateur ne peut pas choisir en fait le niveau de son activité uniquement sur des règles d'efficience économique, mais doit assurer des impératifs de service public parce que, par exemple, on ne peut pas se permettre de ne pas mettre en place des bus qui desservent tel village et tout sur la base que c'est rentable ou pas rentable, mais on doit assumer ce service. Donc quand on a une seule règle d'efficience économique, on peut théoriquement étudier un problème, mais par contre si on a des considérations plus que cette efficience technique, parfois l'analyse est un peu plus compliquée. Voilà, donc étudier des questions de transport, c'est pas quelque chose de facile, surtout si on veut étudier un grand problème de transport. C'est que parfois on a besoin de certaines compétences multidisciplinaires pour effectuer ce travail. Bon, donc c'est un petit peu la première partie de ce chapitre. Donc là, un petit mot sur le rôle du transport dans l'économie. Donc ici, bon, tout ça c'est pour dire qu'il y a une interaction entre transport et urbanisation. Et l'idée, elle est simple. Si par exemple on développe le transport, donc imaginez que vous avez un petit village à côté de Casa où il n'y a pas beaucoup d'habitants et que du jour au lendemain, on construit une ligne de train rapide qui permet d'être au centre-ville de Casa en 15-20 minutes. Ce qui va se passer, c'est que pas mal de personnes dans ce village-là vont plutôt se laisser tomber peut-être Casa pour aller habiter dans ce village et on va avoir un développement urbain à ce niveau. Donc ici, notre conclusion, c'est que le développement du transport conduit au développement de l'urbanisation. Donc meilleure accessibilité, plus de décisions de localisation, plus d'attractivité en termes de localisation, que ce soit pour les entreprises ou pour les ménages aussi. Et aussi dans l'autre sens, imaginons que dans une zone donnée, on découvre qu'il y a une certaine richesse économique, que certaines personnes soient obligées de s'y installer au début, même s'il n'y a pas des infrastructures de transport, mais le fait que la population se développe dans cet endroit va générer une demande de transport à laquelle certains opérateurs vont petit à petit essayer de répondre. Et donc, dans l'autre sens aussi, le développement de l'urbanisation va générer un développement de la demande de transport. Donc finalement, ces deux variables sont quelque part en interaction continue. Et c'est pour ça que les modèles sophistiqués actuellement qui étudient les questions de transport élargissent un petit peu leur spectre pour intégrer les aspects d'urbanisation. Et on parle des modèles LUTI, L-U-T-I, pour dire Land Use and Transport Infrastructure Models. Donc c'est des modèles qui prennent en considération l'interaction entre transport et urbanisation. Les équilibres de localisation. Donc ici, j'y vais vraiment rapidement, mais on dit que la formation des villes, elle dépend de deux forces. Il y a des forces qui ramènent les gens à être proches les uns des autres. Donc ce sont des forces centripètes, donc des forces d'agglomération. C'est que quand on est proche, on peut produire
plus efficacement, on peut avoir une vie sociale plus riche et ainsi de suite. Et on a des déplacements au domicile-travail qui sont assez efficaces, assez courts. Mais par contre, quand on est trop proche les uns des autres, il y a des effets de type pollution, encombrement, etc. Et ces forces nous poussent un petit peu à nous éloigner les uns des autres. Bon, les villes qu'on observe, on dit souvent que finalement sont le résultat de cette confrontation entre ces deux types de forces centripètes et centrifuges. Alors pour nous, le plus important, c'est de noter que le transport, la qualité des transports, a un impact direct et important sur la forme des villes et sur cette interaction entre ces deux forces qui agissent sur nos villes. Voilà. Deuxième point sur lequel on va rapidement qu'on va évoquer rapidement, c'est le marché de l'emploi. Donc il y a beaucoup de travaux récents, donc c'est une question qui n'a pas été étudiée depuis longtemps, mais actuellement il y a des travaux microéconomiques et économétriques qui s'intéressent à la relation entre qualité de transport ou encore à l'accessibilité à la mobilité et le marché de travail. Bon, pour faire ça de manière un petit peu rapide, pour expliquer ceci rapidement, c'est que en économie du travail, on explique une partie du chômage comme étant le résultat de friction, c'est-à-dire d'un mauvais fonctionnement de certaines composantes de l'économie. Donc, alors si par exemple les taxes et ainsi de suite peuvent causer des frictions, c'est-à-dire qu'une entreprise souhaitait recruter quelqu'un, mais étant donné les procédures ou les contraintes administratives, elle souhaite ne pas faire ce recrutement. Mais comme friction, il y a aussi l'accessibilité, c'est que je peux m'intéresser à un poste de travail donné, donc étant donné le salaire, étant donné le travail que je vais faire, mais ce qui me dérange, c'est le trajet que je vais faire chaque jour, donc je renonce effectivement à ce travail, étant donné que ça va être un peu pénible de me déplacer. Ou encore, voilà, même au niveau de la recherche, je peux limiter déjà ma recherche à un périmètre qui soit vraiment à proximité de mon lieu de résidence. Améliorer les infrastructures de transport permet à la fois aux demandeurs d'emploi de chercher, de prospecter dans un périmètre plus large, mais aussi permet aux entreprises d'attirer une main-d'œuvre quand même plus nombreuse et avoir une meilleure sélection des candidats et donc avec plus de chances de trouver vraiment les personnes qu'elles cherchent. Et donc il y a des économistes actuellement qui s'intéressent à ces questions et qui essayent de voir un petit peu l'impact du développement des infrastructures de transport dans les villes sur l'amélioration du fonctionnement du marché de travail et la diminution du niveau de chômage, par exemple. Alors, le dernier point qu'on va voir maintenant, c'est les comptes de transport. Donc, si vous connaissez un peu l'économie, la comptabilité nationale, donc c'est vraiment une extension de celle-ci, donc les comptes de transport. Mais sinon, la comptabilité nationale, c'est une sorte de comptabilité, mais pas pour l'entreprise. C'est la comptabilité pour tout un pays. Et par contre, même si vous ne connaissez pas la comptabilité nationale, vous connaissez sûrement le PIB. Le PIB, c'est un petit peu comme le solde des comptes de la nation. Alors, depuis quelques années, et en remarquant l'importance des activités de transport dans l'économie, il est apparu comme étant intéressant de retracer ces activités, les opérations financières qui se déroulent sur ce secteur de l'activité économique. Et certains pays
comme la France par exemple, ont décidé de mettre en place un compte de transport, c'est-à-dire un compte dans lequel on essaie de retracer toutes les activités relatives au transport. Avec des questions de type comptabilité, quel est le montant total des ressources nationales allouées au transport, quel agent a payé quoi et pour quel mode, etc. Bon, ces comptes sont très importants parce qu'ils permettent éventuellement de voir ce qui se passe d'une année à l'autre. Et leur construction, elle est soumise à quelques règles de cohérence, à la fois interne et externe. Donc la cohérence interne, c'est un petit peu ce qu'on connaît dans tous les comptes. C'est toujours l'équilibre entre emploi et ressources. La somme de tout ce qui est actif est égale à la somme de tous les passifs et ainsi de suite. La cohérence externe indique ou est une contrainte pour les comptes de transport d'être en cohérence avec les autres comptes de la comptabilité nationale. Bon, donc on parle de comptes satellites du transport. Ici, je vais passer rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'important? Il y a une partie des... Finalement, ici, c'est juste... Il y a une partie des informations pour ce compte-là qui sont prises des comptes de la nation, et notamment la section H. Et je parle ici, en fait, du tableau économique d'ensemble pour la France. Mais on a en plus d'autres informations qui sont par exemple relatives aux dépenses de la consacrées à la sécurité routière et donc tout ce qui est régulation des flux, etc. Tout ce qui est attribué à l'entretien des infrastructures de transport et ainsi de suite. Donc les dépenses administratives et les dépenses directes. Bon, le DTT ou encore la dépense totale, la DTT, la dépense totale de transport, et pour le compte satellite des transports, ce qui est le PIB pour le tableau économique d'ensemble. Donc c'est finalement le chiffre qui indique qu'est-ce qu'on a dépensé en tout dans un pays donné sur tout ce qui est activité des transports. Bon, en France, ça s'élève à près de 350 milliards d'euros en 2010. Donc c'est légèrement inférieur aux dépenses de logement, mais qui constitue quand même une rubrique importante dans les dépenses, dans toutes les dépenses du pays. Donc dans la DTT, on trouve deux types de dépenses. Donc des dépenses courantes, des dépenses d'exploitation et des dépenses d'investissement. Bon, pour retenir finalement ceci, on peut remarquer que on est autour, avec ce chiffre-là, on est autour de 20% du PIB. Et pour retenir ce chiffre, vous pouvez retenir la phrase suivante, c'est que finalement pour produire 10 euros, on a besoin de dépenser 2 euros de transport. Voilà. Pour ensuite presque finir le chapitre, on va juste proposer la synthèse du compte de transport pour la France en 2010. Donc ici, on a les ménages, les entreprises, les administrations, le reste du monde. Ici, c'est le total. Là, c'est le transport routier, le ferroviaire, le transport collectif urbain autorail, le fluvial, le maritime et l'aérien. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut remarquer. C'est que les ménages constituent l'agent économique qui dépense le plus en transport. Et quand je dis dépenses en transport, c'est l'achat de voitures, location, entretien, voilà, tout ça. Il y a ensuite les entreprises, il y a ensuite les administrations et reste du monde, c'est les dépenses, par exemple les camions qui passent, qui partent des Pays-Bas vers l'Espagne en traversant les autoroutes en France, par exemple. Donc les ménages constituent l'agent économique qui dépense le plus en transport. Deuxième remarque,
c'est que le transport routier, finalement, domine et largement les activités de transport. Et on comprend bien le sens des politiques actuelles, c'est que toujours quand vous avez une étude d'économie des transports, actuellement, elles sont majoritairement axées sur le fait de réduire l'utilisation du transport routier, que ce soit pour le transport de personnes, que ce soit pour le transport de marchandises. Alors, d'autres modes sont considérés comme étant moins polluants et tout, mais restent presque inexistants. Donc ici, le fluvial est présent à travers 900 millions d'euros, donc ce volume est pratiquement nul quand on le compare par rapport avec d'autres modes. Voilà, donc ici, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire. Et pour conclure ce chapitre, donc, on peut retenir un certain nombre de choses, notamment que le transport n'est pas une finalité en soi, ça permet d'accéder à des services, à d'autres activités. Les problèmes qu'on étudie en économie des transports sont souvent des problèmes soit de microéconomie, soit des problèmes d'économie publique. Cette discipline s'est principalement développée autour des spécificités du transport. Le transport, comme on vient de le voir à travers le compte transport, joue un rôle très important dans l'activité économique, déjà dans sa globalité, mais ensuite on peut essayer de voir que le transport, c'est important pour toutes les discussions autour de l'environnement, autour du marché de l'emploi, ensuite le fonctionnement des chaînes logistiques et ainsi de suite. Le compte satellite de transport retrace les dépenses de transport pendant une année donnée et les chiffres de 2010 qui ne devraient pas être changés beaucoup montrent que pour produire de 10 euros de PIB, on doit dépenser 2 euros en transport. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. Donc, dans la prochaine vidéo, on va reprendre avec le chapitre 2, la demande de transport.